Bienvenue pour le dernier épisode autour de la recherche des extrémums locaux d'une fonction de deux variables. Nous allons ici récolter les fruits que nous avons semés sur les 3 précédents épisodes et nous allons décrire la méthode à suivre pour déterminer précisément les extrémums locaux d'une fonction de deux variables. Pour cela, nous allons considérer une fonction f de deux variables différenciable sur un ouvert U de R carré. Pour faire simple, la notion de fonction différenciable en deux variables généralise la notion de fonction dérivable en une variable. Et pour ce qui concerne le GMP, il suffit de retenir que la fonction est suffisamment sympathique pour qu'on puisse calculer ses dérivées partielles premières. De plus, nous allons travailler sur un ouvert U de R carré pour éviter toute mauvaise surprise sur les bords du domaine. Cela est analogue au problème rencontré à l'épisode 2 avec les fonctions d'une variable que l'on a dû étudier sur un intervalle ouvert de R. Bref, ce que l'on veut raconter ici, c'est le résultat fondamental qui nous dit que si f admet un extrémum local en le couple AB appartenant à U, alors il va se passer quelque chose de très précis. Donc si on s'appuie sur le dessin ici à gauche, donc si on a un extrémum local, ça veut dire qu'on a un minimum local ou un maximum local, donc ce qui correspond ici aux 3 points qu'on a là. Et en fait, si on regarde précisément ce qui se passe en termes de plan tangent à la surface, on se rend compte que pour les 3 points là, les 3 plans tangents sont horizontaux. Et donc, ça, c'est un fait majeur, c'est que lorsqu'on a un extrémum local quelque part sur la surface, on a forcément un plan tangent horizontal. Donc évidemment, quand le point, l'extrémum local est au couple AB, il faut aller regarder sur la surface le point de coordonnées ABF de AB pour visualiser là où il y a un maximum ou un minimum local. Bon, maintenant si on s'appuie un petit peu sur le calcul et qu'on ne regarde pas trop la version géométrique, on sait que lorsqu'on a un plan tangent à la surface en un point donné, l'équation de ce plan-là est obtenue sous la forme z égale d rond f sur d rond x calculé en AB fois entre parenthèses x moins a, plus d rond f sur d rond y calculé en AB fois entre parenthèses y moins b, plus f de AB. Et donc, si on veut que le plan tangent soit horizontal, ça veut dire forcément que l'équation du plan va être de la forme z égale constante, donc il n'y aura pas de terme en x et pas de terme en y, et donc pour que ça arrive ici dans l'équation qui est dans le rectangle jaune, là, il faut absolument que les termes qui sont multipliés par x, c'est-à-dire ici la dérivée partielle qui est là, et pareil pour y, le terme qui est multiplié par y, c'est cette dérivée partielle là, il faut absolument que les deux nombres en fait soient nuls. Et donc ça veut dire que lorsqu'on dit que le plan tangent va être horizontal, ça revient à dire en fait que les deux dérivées partielles de f, donc celle qui est par rapport à x et celle qui est par rapport à y, quand on les calcule en AB, on trouve 0. Donc ça rejoint ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente qui s'intitulait point critique d'une fonction de deux variables. Ça revient exactement à dire que le couple AB est un point critique de la fonction. Donc ici, dans ce résultat fondamental, il y a 2 éléments essentiels à retenir. Le numéro 1, c'est que on travaille sur un ouvert de R carré. Et ensuite, dans ce résultat-là, c'est bien un si alors. Et donc ça veut justement, il faut faire attention à ce si alors. Ça veut justement dire que si on a un extrémum local, alors on a un point critique. Mais ça ne veut pas dire que si on a un point critique, alors on a un extrémum local. Et donc justement, ce problème-là, c'est justement exactement la réciproque du résultat fondamental. C'est ça revient à se poser la question de si le couple AB est un point critique de f, est-ce qu'on va avoir un extrémum local en le couple AB, quoi. Donc pour ça, en fait, il y a une réponse à apporter et qui va être précisément lié à ce qu'on appelle la règle du RT moins S carré. Alors précisément dans RT moins S carré, il faut déjà définir ce que sont que R, S et T, et ils sont en fait liés à la dérivée seconde, même aux dérivées partielles secondes de la fonction.
Donc on appelle R la valeur de la dérivée seconde de f par rapport à x, enfin où on dérive deux fois par rapport à x, mais calculée au point critique AB. S, c'est cette dérivée seconde là, mais calculée en AB. Et T, c'est cette dérivée seconde là, calculée en AB. Et comme ils sont calculés en AB, en fait ça veut forcément dire que R, S et T, ce sont des constantes. Et donc maintenant, on va pouvoir énoncer la règle du RT moins S carré. Donc la première situation, c'est si RT moins S carré est strictement positif et que le R est strictement positif, et bien forcément F présente un minimum local en AB. Donc ça peut correspondre justement par rapport à l'exemple que je n'arrête pas de sortir. Là ici au point C, on a bien un minimum local, comme C est de coordonnées 1, 1, moins 2, le minimum local c'est moins 2, et il est atteint en 1, 1. Deuxième cas possible dans la règle du RT moins S carré, c'est que si RT moins S carré est strictement positif, et ici non plus R positif strict mais R négatif strict, alors F présente un maximum local en AB. Donc là encore, sur ce dessin-là, ça correspond au point A et au point B, et on a ce que j'ai précisé ici de façon assez classique. Autre cas possible dans la règle du RT moins S carré, c'est le cas numéro 3. Il se peut que RT moins S carré est strictement négatif. Dans ce cas-là, F ne présente pas d'extrémum local en AB. C'est ce qui arrive par exemple lorsque la surface ressemble un petit peu ici, comme on voit là, à une selle de cheval, et où on s'intéresse au point A rouge là qui est ici. Bah là en fait on n'a pas d'extrémum local. Et même si là le dessin est un peu petit, dans un instant je vais revenir sur ce cas-là et je vais détailler un peu plus cette situation. Et enfin, dernier cas, c'est RT moins S carré est égal à 0. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas conclure directement. Et il peut donc y avoir minimum local, maximum local ou pas d'extrémum local du tout. Donc là, les 4 cas qui sont là, ça constitue en fait vraiment la règle du RT moins S carré. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les cas 1, 2 et 3, c'est vraiment en gros une recette qui est appliquée, et quand on est vraiment dans ces 3 cas-là, il n'y a plus qu'à appliquer cette recette. Par contre, le cas 4, en fait, ça constitue la situation où la recette précédente ne fonctionne pas, et là on est obligé de réfléchir beaucoup plus. Et je détaillerai ça aussi sur la fin de la vidéo, parce que c'est ce cas-là presque qui est le plus délicat à gérer, et peut-être aussi du coup le plus intéressant. Dernière remarque sur la règle du RT moins S carré, avant d'enchaîner, on peut donc se rendre compte que sur le cas 1 et le cas 2, donc ça concerne RT moins S carré strictement positif, et ça se décline en fait en 2 sous-cas. Il y a R strictement positif et puis R strictement négatif. Donc on pourrait se dire, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si R est égal à 0 ? En fait, si R est égal à 0, on peut pas avoir RT moins S carré strictement positif. Puisque si R vaut 0, RT moins S carré, ça fait moins S au carré, donc ça fait moins un réel au carré, donc c'est forcément négatif ou nul. Donc ça peut pas être strictement positif. Donc là, on n'a pas oublié le cas R égale 0. Donc c'est vraiment bien géré comme ça, et donc on a bien tous les cas possibles ici. Donc comme je disais tout à l'heure, je reviens momentanément sur le cas numéro 3 où RT moins S carré est strictement positif. Donc là on a dit que F ne présentait pas d'extrémum local en AB. Alors en général on parle de point selle ou de point colle. Alors je reviendrai aussi sur ce terme-là dans un instant. Donc juste pour illustrer cette situation, je vais prendre un exemple. Donc on considère la fonction f définie par cette expression-là. Donc ici, si on veut appliquer la règle du RT moins S carré, il faut déjà trouver les points critiques. Donc on calcule les dérivées premières, je vous laisse vérifier que ça donne ça. Une fois qu'on a les deux dérivées premières, pour trouver les points critiques, faut voir quand est-ce que les deux dérivées s'annulent en même temps. Donc là, en fait, on voit que ça va s'annuler uniquement pour x égale 0 pour la première, et pour la deuxième, y égale 0. Donc ça nous fait juste un point critique, le point 0, 0. Et pour appliquer la règle du RT moins S carré au point 0, 0, il nous faut les dérivées secondes. Donc là aussi, je vous laisse vérifier que les 3 dérivées secondes nous donnent ça. Donc ça, c'est les dérivées secondes pour n'importe quel x et y, même si on se rend compte que les résultats ne dépendent pas de x et de y.
Et les fameux R, S et T dont on a parlé précédemment, ce sont en fait les 3 dérivées secondes, mais non pas calculées en XY, mais calculées au point critique, donc ici 0, 0. Alors évidemment là ça va pas changer les valeurs, donc ça fait que moins 1 ça va être R, 0 ça va être S, et 2/5 ça va être T. Donc quand on applique ça, RT moins S carré, en fait ça nous fait moins 2/5, qui est bien négatif strict. Donc on est bien dans le cas 3 ici, où RT moins S carré est strictement négatif. Donc maintenant si on regarde en fait la surface représentée par cette fonction-là, en fait ça nous donne justement la surface qu'on avait vue tout à l'heure, qui est un petit peu en forme de selle de cheval. Donc si on veut s'intéresser maintenant au point sur la surface qui correspond à notre point critique, en fait ça veut dire qu'il faut aller regarder le point de coordonnées A, B, F de A et de B. Donc il faut calculer F de 0, 0, mais quand on récupère ici l'expression de F de X et de Y, on constate facilement que F de 0, 0 est égal à 4. Donc en gros, il faut se placer en fait sur la surface au point de coordonnées 0, 0, 4, qui est ici le point A qu'on a ici en rouge. Donc la question maintenant, c'est pourquoi sur ce point, en ce point-là, pourquoi on a en fait pas d'extrémum local, c'est-à-dire pourquoi ce n'est pas un maximum local, pourquoi ce n'est pas un minimum local. Donc pour se rendre compte de ça, on peut regarder un petit peu des points qui se baladent sur la surface. Donc là on prend le point P qui se balade ici, et quand il se balade de cette façon-là, donc il va suivre la ligne verte là, et en regardant tous les points qui sont sur cette ligne verte, on a l'impression qu'au point A, on a un minimum. Donc ça c'est première impression que l'on a. Maintenant, si on regarde d'autres points sur la surface, donc qui démarrent ici au point P, et on regarde la façon dont ces points-là se baladent sur la surface, donc ils vont suivre cette ligne rouge, mais quand on prend les points qui se baladent sur cette ligne rouge, on a l'impression qu'au point A, on a un maximum. Donc en quelque sorte, on a un petit peu l'impression qu'on a à la fois un minimum et un maximum, mais comme c'est un peu des deux, en fait c'est ni l'un ni l'autre. Et une autre façon de le voir, c'est que lorsqu'on fait un zoom ici autour du point A, au niveau de la surface, donc on verra qu'on a toujours des points verts qui vont être un petit peu au-dessus du point A, et on aura toujours des points rouges qui vont être toujours en dessous du point A. Et ça, c'est même si on fait un zoom très précis autour de A, on aura toujours des points verts un peu au-dessus, des points rouges un peu en dessous. Et donc c'est pour ça que ça peut pas être un maximum, ça peut pas être un minimum. Donc voilà pour ce cas numéro 3. Maintenant, on va passer au cas numéro 4, qui est un peu plus délicat à gérer, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, la recette du RT moins S carré ne marche pas directement. Donc comme on ne peut pas conclure directement, en fait, on peut pas faire, ça sert à rien d'aller faire les calculs justement de R, S et T, on les a fait, mais ils nous apportent rien en quelque sorte. En fait, pour réussir à faire quelque chose, on doit revenir à la définition d'extrémum local. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la vidéo là qui correspond à l'épisode 1. Donc c'était une vidéo un peu longue dans laquelle j'avais pris le temps de vraiment donner toutes les définitions précises et rigoureuses de maximum global, maximum local, minimum global, minimum local, parce que c'est vraiment ces définitions-là qui vont nous permettre de gérer la situation du RT moins S carré est égal à 0. Donc je vais préciser ici comment, je vais rappeler en partie cet épisode 1 et donc remettre les choses au clair pour voir qu'est-ce qui nous intéresse et comment on doit procéder pour s'en sortir. Donc on part du principe qu'on a le point critique donc de coordonnées AB, donc ça il faut le voir au niveau du sol, c'est-à-dire dans le plan X ou Y, et donc il faut voir le point de coordonnées AB0 que j'ai appelé A'. Et quand on veut regarder au niveau de la surface, est-ce qu'on a un maximum, un minimum ou rien du tout, il faut se placer au point A qui est à la verticale de A' et qui est sur la surface. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le point A de coordonnées A, B, F de A et de B. Donc maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça signifie qu'on a un maximum local, un minimum local ou rien du tout. Donc on va commencer par la situation du maximum local. Donc on va dire que F admet un maximum local en AB, donc AB appartenant au domaine U là qu'on a au départ, ce qui est même un ouvert de R carré.
Donc ça veut dire quoi? Que le fait que le maximum soit local, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe autour du point A. Donc on va surtout se placer autour du point A' sur un disque, donc qui va être de rayon epsilon, centré en A', et le disque, lui, il est dans le plan qui est au sol, donc dans le plan XOY. Et on veut voir ce qui se passe au-dessus de si le point A est au-dessus de A', on va voir ce que donne la surface représentant la fonction au-dessus du disque vert. Donc nous, si on veut un maximum local, on veut que la surface ait un petit peu cette tête-là, c'est-à-dire qu'on ait un sommet de vague. Alors, pour raconter ça, en fait, rigoureusement, ça veut dire qu'il faut que on montre qu'il existe un epsilon strictement positif, c'est-à-dire epsilon qui va correspondre au rayon du disque vert qui est là. Donc il faut qu'on trouve un rayon, en fait, epsilon strictement positif, tel que pour tout xy dans U et xy appartenant au disque, en fait, au disque vert qui est ici. Donc on veut que lorsqu'on va regarder donc xy dans le disque, on va faire en sorte que tous les points mauves qui sont ici se retrouvent sous la hauteur du point A. Donc là, la hauteur du point A, je l'ai représenté ici par un disque gris, qui est donc un disque qui est horizontal, mais placé à la hauteur de A. Et donc quand on dit que, en gros, les points mauves là doivent rester sous le disque gris, eh bien en fait ici, ça veut dire que f de x et de y doit être inférieur ou égal à f de a et de b. Puisqu'en fait xy, ça représente les coordonnées d'un des points là à l'intérieur du disque vert, et quand on fait f de xy, bah, ça nous permet de trouver la hauteur du point mauve qui est juste au-dessus, et donc comme je disais, on veut que les points mauves soient sous le disque gris, et le disque gris, lui, en z, si on veut, il est à la hauteur f de a et de b. Et donc on veut que f de xy soit inférieur ou égal à f de ab, mais on veut que ce soit vrai, ça, pour tous les xy dans le disque. Donc ça veut vraiment dire comme ça que tous les points mauves qui sont au-dessus du disque, on veut qu'ils soient tous avec une hauteur inférieure ou égale à la hauteur du point A. Donc une autre façon de le traduire, ça, c'est de dire que f de x et de y moins f de ab doit être négatif ou nul. Donc si on regarde un petit peu là sur une animation en 3D, juste pour mieux visualiser la situation, il n'y a pas grand chose de révolutionnaire dans cette animation là, mais comme ça on voit qu'on a les points mauves qui doivent rester sous le disque pour être sûr d'avoir un maximum local. Et pour cette notion de local, il faut absolument qu'on trouve juste un rayon epsilon sur lequel on a cette situation-là. Et là, en dehors du disque vert, en fait, on peut avoir n'importe quelle autre surface, et peu importe ce qui se passe sur le reste de la surface, ça pose pas de problème pour maximum local. Maximum local, c'est vraiment uniquement trouver un disque sur lequel on a cette situation-là. Bien, alors maintenant qu'on a vu maximum local, on va s'intéresser au minimum local. Donc maintenant on a un minimum local, donc on va se retrouver à peu près dans la même situation, c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Il va nous falloir trouver un rayon de disque qu'on va appeler donc le rayon qui va être epsilon. Il faut qu'on trouve un rayon epsilon strictement positif, qui fait que lorsqu'on va travailler sur le disque centré en A' et de rayon epsilon, qui va être ici le disque vert là dans le plan x ou y, eh bien, comme on veut un minimum local, il faut que tous les points de la surface, donc de la surface qui se trouve au-dessus du disque, on veut qu'ils soient tous plus hauts que la hauteur du point A, avec ici, donc plus haut que le disque horizontal gris qu'on a là. Donc là encore, en termes d'écriture, ça veut dire on doit montrer qu'il existe epsilon strictement positif, tel que, donc pour tout xy, dans U et dans le disque, en fait, vert qu'on a là, on veut que f de x et de y soit supérieur ou égal à f de a et de b. F de x et de y désignant la hauteur des points mauves, là, pour un xy dans le disque, on regarde à la verticale le point mauve qui est au-dessus, donc qui a pour hauteur f de x et de y, ça doit être supérieur ou égal à f de ab, qui est la hauteur du point A, donc f de ab qui correspond en fait au disque gris. Et là encore, on peut retraduire ça sous la forme f de x et de y moins f de a et de b supérieur ou égal à 0.
L'avantage de faire cette caractérisation-là, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est que ça permet de voir que pour maximum local, ça veut dire que cette expression-là doit être négative ou nulle, et ici pour minimum local, ça veut dire que cette expression-là doit être positive ou nulle. Et c'est une question, en fait ça permet de voir ça comme un problème de signe de l'expression. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc pour illustrer ça encore par une petite animation, histoire de mieux voir de quoi il s'agit. Donc ce qui est toujours le plus important, c'est de voir qu'il faut absolument trouver un rayon epsilon sur lequel on peut travailler. Et après, en dehors du disque qu'on a trouvé, en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi, y compris ce qu'il y a ici, c'est-à-dire que en dehors du disque, on peut très bien avoir des points de la surface qui sont beaucoup plus bas que la hauteur du point A. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est sûr, c'est que autour du point A, on a bien cette situation-là qui concerne en fait un minimum local. Et dernière situation, eh bien, c'est que si on n'a pas de maximum local et pas de minimum local, c'est qu'il n'y a pas d'extrémum local en AB. Donc pour traduire ça, ça va être un petit peu plus subtil, mais le point clé est encore la même chose, c'est de travailler localement, c'est-à-dire travailler sur un disque ici, le disque vert habituel, et sur ce disque-là, ce qui compte, ça va être, si on veut pas qu'il y ait ni maximum ni minimum, en fait, il faut se retrouver avec une surface qui a des points un peu au-dessus du disque gris, et d'autres points un peu en dessous. Mais là où c'est beaucoup plus subtil, si on veut, c'est que ce résultat-là doit être valable pour tout epsilon strictement positif. Donc contrairement aux deux cas précédents, c'est pas il existe un rayon qu'on est capable, donc il existe un rayon epsilon qu'on est capable de trouver et où on gère parfaitement la situation. Ici, ça doit marcher pour tout epsilon strictement positif. Ça veut dire que ici, au niveau géométrique, ça veut pas dire qu'il faut trouver un disque avec un rayon précis qui marche, mais il va falloir travailler avec n'importe quel disque, donc n'importe quel disque centré en A', mais avec n'importe quel rayon epsilon strictement positif. Et y compris, il faut penser que epsilon peut très bien être très 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 proche de 0. Il faut être capable de maîtriser la situation, y compris pour un epsilon très 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 petit. Donc pour traduire ça, c'est vraiment donc du coup pour tout epsilon strictement positif, on doit montrer qu'il existe à la fois en fait un couple XY dans U et dans le disque vert qui va faire qu'on va avoir le point mauve correspondant qui va être au-dessus du disque gris, donc on veut absolument qu'on ait f de x et de y strictement plus grand que f de AB, ce qui revient à dire f de xy moins f de AB qui est strictement positif. Mais on veut aussi avoir des points qui soient plus bas que le point A. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres couples XY, donc là, ou un autre couple XY, mais là, pour pas confondre avec le premier, je vais essayer de l'appeler X', Y'. Donc un couple X', Y' qui va être aussi pris dans le disque vert, et qui va faire en sorte qu'on ait f de X', Y' strictement plus petit que f de AB, pour être sûr d'avoir un point qui est plus bas que le disque gris, et donc comme ça, avec les deux conditions, on a au moins un point plus haut et un point plus bas. Ce qui va contredire le fait qu'on peut avoir un maximum ou un minimum. Et donc là encore, la dernière condition qui est ici, on peut la retraduire en disant la différence des deux est négatif strict. Donc pour illustrer ça encore, on voit donc sur cette illustration qu'on va avoir des points mauves un peu plus haut que le point A et un peu plus bas. Mais ce qui va être essentiel dans ce cas-là, c'est de voir que même si on travaille sur un disque avec un rayon plus petit, c'est-à-dire que ici en bas on va avoir un rayon qui diminue, donc c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup plus précisément autour du point A pour la surface, et on continue à avoir des points plus hauts et des points plus bas que A. Et donc ça c'est vraiment le point essentiel, c'est de bien comprendre la différence entre pour maximum et minimum local, c'est il existe un epsilon qu'on est capable d'exhiber et si on en trouve un, ça passe, alors qu'ici, c'est vraiment pour tout epsilon, ça doit fonctionner. Et donc voilà, sur un exemple précis, comment on peut visualiser ça, tout en sachant que, toujours pareil, en dehors de ce disque-là, il peut se passer tout et n'importe quoi, donc y compris là ce qu'on voit en bleu, mais en fait, peu importe, puisque toujours, le fait qu'on parle de
d'extrémum local, ça veut toujours dire qu'on regarde localement autour du point qui nous intéresse, et donc à l'extérieur, entre guillemets, du disque qu'on a en bas, en fait, on se moque un peu de ce qui se passe. Donc maintenant qu'on a précisé toutes ces situations-là, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a en pratique dans des exercices, on se retrouve face à la situation où RT moins S carré est égal à 0, et ben on va toujours commencer par écrire l'expression f de x et de y moins f du point critique. Ça va nous donner une expression, il va falloir étudier son signe. Et donc en fonction de ce que l'on va trouver comme expression, des intuitions qu'on va avoir sur est-ce que le signe de l'expression, on sent que ça va toujours être positif ou tout le temps négatif ou que ça peut changer de signe, mais il va falloir étudier ce signe pour tout xy appartenant à 1 ou à tout disque centré en AB. Donc quand je mets 1 ou tout, ça rejoint en fait ce que j'ai précisé précédemment, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on réussit à montrer que l'expression f de x et de y moins f de AB, elle est négative ou nulle sur tout un disque, sous-entendu sur un disque centré en AB avec un rayon epsilon qu'on a trouvé, genre epsilon égale 1/3, et donc ça veut dire que sur ce disque-là, on est sûr que l'expression qu'on a là, elle est tout le temps négative, on pourra affirmer qu'on a un maximum local. En revanche, si l'expression, elle est toujours positive ou nulle sur un disque précis, c'est-à-dire sur un disque centré au point critique AB et de rayon epsilon égale 1/12, dans ce cas-là, avec ça, on aura trouvé un disque sur lequel l'expression ne change pas de signe et qu'elle est tout le temps positive, on pourra affirmer qu'on a un minimum local. En revanche, si l'expression change de signe sur n'importe quel disque centré en AB de rayon epsilon quelconque, strictement positif, donc y compris avec un epsilon qui est très très petit, donc qui est proche de 0, et dans ce cas-là, donc si on est capable de montrer ce changement de signe sur n'importe quel disque centré en AB de rayon epsilon strictement positif, là on pourra conclure qu'il n'y a pas d'extrémum local. Alors évidemment, pour bien comprendre cette méthode, rien de tel que de visionner les exemples proposés dans les prochaines vidéos.